Olivier, je vais démarrer avec vous, si vous le voulez bien. Prenez un micro, parfait. Olivier, PDG de Cubic Partners, 35 salariés aujourd'hui. Vous avez fondé votre entreprise en 2007. Exactement. C'est une entreprise qui à la fois est dans la formation et dans le conseil du lean management. Quelle est la dernière personne que vous avez embauchée? Alors la dernière personne qu'on a embauchée est un retraité, jeune retraité. Alors c'est surprenant, et c'est quelqu'un qui est venu nous voir à la soirée des 10 ans et qui nous a dit « moi j'ai envie de travailler avec vous ». Bon. Alors il se trouve que c'est pas tout à fait ça normalement qu'on le recrute. D'habitude on recrute plutôt des jeunes qui ont 3 à 5 ans d'expérience et qui viennent nous rejoindre après. 3 à 5 ans d'expérience, on apprécie le fait qu'ils aient une vie avant, dans la vraie vie des entreprises, avant de devenir consultants. Est-ce que sur votre marché, il y a des tensions? Est-ce qu'il est facile de recruter ou pas? Alors sur notre marché, il y a une tension qui est assez forte, mais qui est quand même beaucoup liée à la position de Cubic. Déjà, on fait un métier, le lean management, qui en a déjà entendu parler. Bon, grosse moitié, et encore, ici, il n'y a que des chefs d'entreprise. Donc Oui. imaginez, effectivement, parmi les jeunes diplômés, il y en a quand même en fait très très peu. Et en plus de ça, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel, puisqu'on se bat sur le marché sur lequel il y a Accenture, Capgemini, et ainsi de suite. Donc la possibilité que nous avons de nous faire connaître est quand même extrêmement faible. Ah, alors pourquoi? Enfin, alors comment vous y prenez-vous? Alors, on multiplie déjà les canaux de communication, bien évidemment sur les réseaux, bien évidemment le bouche à oreille, mais on fait aussi travailler des professionnels. Quand vous dites bouche à oreille, stop, on s'arrête là-dessus. Ouais. Bouche à oreille, comment on fait le bouche à oreille? Ce sont les collaborateurs qui en parlent? C'est vous? C'est Les collaborateurs qui, le plus souvent, ce sont eux qui sont les meilleurs recruteurs de l'entreprise. Ils ont des amis, ils rencontrent des gens à différentes fêtes, soirées, rencontres professionnelles, et c'est eux qui savent identifier les meilleurs professionnels, déjà par leur expertise, mais surtout par leur savoir-être. Et ça, vous leur demandez précisément de le faire? C'est une injonction ou bien ça se fait naturellement, c'est dans la culture de l'entreprise? Alors avec les jeunes, l'injonction, ça marche pas toujours très bien. Donc c'est plutôt une incitation, on va dire. Et eux, ils ont envie de travailler avec des gens sympas. Et donc, naturellement, ils disent « Tiens, j'ai rencontré quelqu'un, ce serait peut-être intéressant que tu le rencontres. » D'accord. Mais alors ça veut dire aussi que lorsqu'on vous dit cette phrase-là, vous, Olivier, vous l'écoutez. C'est pas oui, mais on verra plus tard. Non, non, non. Bien C'est sûr. tiens, donne-moi les coordonnées, on va voir ça ensemble. Je prends contact effectivement avec la personne et ensuite, nécessairement, je la rencontre. Poursuivons. Donc vous avez dit plusieurs canaux. Vous êtes présent sur Internet. Donc la cooptation, je vais le dire comme ça. La cooptation, oui. La tout à fait. cooptation, Ouais. quoi d'autre encore? Et puis ensuite, on passe par des professionnels, des chasseurs de tête. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont une capacité à screener le marché, à filtrer, à trier en fait sur le marché, beaucoup plus importante que la nôtre. En général, ils voient 50 candidats avant de nous en envoyer un. Alors, ça fait beaucoup quand même, hein, 50. C'est un gros travail, parce qu'eux, ils ont la capacité à voir ce qui se passe dans les différentes entreprises. Et souvent, moi, ce que je recrute, ce sont des ingénieurs, 3-5 ans d'expérience. Ce ne sont pas les personnes qui sont les plus habituées à se mettre en valeur. Les entreprises ne leur donnent pas de temps de représentation, et finalement, elles sont assez difficiles à trouver. Donc, eux, ils savent trouver ces personnes-là. Et comme ils nous connaissent bien, aujourd'hui, ils font même un premier filtre culturel pour savoir si la personne serait à l'aise en fait chez nous. À l'arrivée, quand vous avez une personne qui vous est recommandée par l'un de vos collaborateurs, ou bien une personne qui vous est recommandée par ces canaux professionnels que vous sollicitez, le résultat est-il équivalent ou pas? Bien évidemment, le résultat est bien meilleur recommandé par cooptation que par le marché extérieur, j'ai envie de dire. Bien La vision, le regard que peut avoir votre collaborateur sur voici les nécessités pour notre entreprise est meilleur, il est de qualité plus intéressante? Bien meilleur, c'est-à-dire que le fit culturel tout de suite est là, alors que déjà c'est assez difficile de trouver un expert, mais on cherche non seulement un expert, mais en plus de ça qui correspond vraiment à notre culture. On a une culture d'entreprise qui est très forte, que l'on cultive, et ça ne marche pas toujours effectivement des gens de l'extérieur, alors que par le fit, par la cooptation, ça marche beaucoup mieux. Est-ce que ces deux canaux-là sont suffisants pour approvisionner votre croissance? En fait, ça marche bien, on s'en sort parce que surtout on a un très fort taux de conversion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai refait le point justement pour préparer cette intervention. En 11 ans d'existence, il n'y a que 2 personnes, 2 candidats qui ont refusé une offre qu'on leur a faite. Donc, c'est-à-dire, vous en avez contacté combien, grosso modo? Grosse centaine. Une grosse centaine de personnes ont été approchées par Cubic Partners. Exactement. Et vous dites, il y en a 2 qui ont dit, non, moi, je ne viens pas chez vous. Exactement. Tous les autres ont dit quoi? Tous les autres nous ont rejoints avec beaucoup de plaisir. Et ça, c'est pour le moment l'une des clés. C'est-à-dire qu'on n'est pas très fort, je pense, sur le marché pour être capable de capter un certain nombre de candidats. Par contre, une fois qu'on a repéré un qui nous plaît, on sait le recruter, on sait lui donner envie de venir en fait chez nous. Merci beaucoup pour l'expression « nous donner envie ». Comment vous donner envie? Ça, Parce que la personne, elle ne vous attendait pas, hein, clairement. Non, elle ne nous attendait pas.
Je pense que la première chose, il faut cultiver son envie soi-même. Si on n'a pas envie, on a beaucoup de mal en fait à donner envie. Bon, enfin, ça c'est un petit conseil. Ensuite, il y a, je pense aujourd'hui, 3 choses que recherchent en particulier les jeunes. La première, c'est du sens. Ah, on Quel y est le revient. sens, effectivement, de ce qu'ils font? Stop. Alors, je m'arrête là-dessus, parce que j'ai posé la question tout à l'heure à Laurence, qui a bien répondu, bien sûr. Mais ici, vous êtes patron, et donc, quand vous dites du sens, que leur dites-vous? Ce que je leur dis, c'est qu'on nous, on se bat pour une chose en fait chez Cubic Partners. On veut réconcilier les plus hautes performances opérationnelles avec une vision moderne et humaniste du management. D'accord. Et ça, finalement, sur le marché du conseil, il n'y en a pas tant que ça, et c'est ce qui nous a permis notamment de travailler avec le Galet, puisque je pense qu'on partage un certain nombre de valeurs en fait en commun, et c'est ce qu'on vend au-delà des méthodes que bon nombre de cabinets, dont Capgemini et ainsi de suite font. Nous, on a une façon de le faire qui est différente. Et ça donne beaucoup de sens, en particulier pour ceux qui nous rejoignent. Permettez-moi une parenthèse. Je n'ai appris que bien plus tard qu'Olivier et Loïc travaillaient ensemble. Je les ai contactés parce que je les connais par ailleurs, mais je ne savais pas qu'ils travaillaient ensemble. C'est juste il y a une heure où je sais que finalement vous travaillez ensemble. Donc, en fait, vous vous assemblez parfaitement finalement. Donc voilà, donner du sens, c'est dire voici les objectifs très élevés, très hauts pour lesquels nous travaillons et pour lesquels nous mettons en route le projet d'entreprise. C'est ça l'idée? Vous m'avez dit 3 choses. 1, donner du sens. 2. La deuxième sont les valeurs. Les valeurs, en fait, c'est. Je pense que pour un jeune diplômé, les valeurs, ça fait un peu pipeau. Oui. On passe encore. Non, mais en plus, Ils se gargarisent de mots et ainsi de suite. Et puis, vous me recrutez. Vous allez me parler des valeurs quand? On leur en parle très très tôt des valeurs. Dès le premier entretien, quand on les rencontre, on leur parle des valeurs. Parce qu'il y a un effet soit repoussoir, soit attractif. Et donc ça nous permet de faire un filtre très fort. Je vous donne un exemple, l'une de ces valeurs, parce que j'ai appris effectivement en venant quel est le thème de ce congrès. Nous, on a une des 4 valeurs, on l'a formulée fun et pro. Alors désolé, c'est dans l'autre sens. Mais l'une des 4 valeurs que nous avons, c'est fun et pro. C'est fun et pro chez vous? Fun et pro. Alors attendez, pourquoi fun et pourquoi pro? Expliquez-nous, parce qu'ici, je vais vous expliquer pourquoi pro et fun. Hein, on ne l'a pas fait dans le désordre. Hein. Ouais. Allons-y. Bon, moi, je pense qu'en fait, il n'y a même pas d'ordre. En fait. Non, non, je vous écoute. Mon point, c'est, je pense que avant, on concevait le pro puis le fun. C'est-à-dire qu'on se disait, d'abord, on est pro, puis le soir, on ira se boire une bière. En fait, on fera le fun, en fait, après. Je pense qu'aujourd'hui, mais c'est également ce à quoi j'aspire, on aspire à faire les deux en même temps. C'est-à-dire la façon qu'on a de le faire est à la fois fun et pro. C'est pour ça que je mets peut-être le fun juste avant, mais c'est surtout, en fait, et pro. Je pense que le fait d'être fun, c'est le summum du professionnalisme. Quand on est vraiment bon, ça permet de le faire. Je donne juste en fait un exemple, mais c'est juste parce que ça me fait plaisir, parce qu'on s'est croisé en fait avec Alexandre sur son stand. Il y a un stand que vous aurez remarqué forcément dans les différentes allées, qui est très décalé par rapport aux autres. Très décalé, c'est fun. Mais je pense que ça atteint également très largement les objectifs pro qu'ils se sont donnés. De rencontrer un certain nombre de personnes, de cultiver en fait une image. Je pense que fun et pro, c'est vraiment le summum du professionnalisme. Voilà. Donc ça, c'est typiquement un discours que je peux leur tenir, et ça les intéresse. On verra après. Mais oui, non, mais bien sûr, vraisemblablement. Généralement, effectivement, ça les intéresse. Vous allez demander un café, vous terminez avec un verre de vin blanc, franchement, oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, on est d'accord sur donner du sens, parler des valeurs très tôt. Donc, ça veut dire que dans le huis clos de votre bureau, ou bien avec d'autres collaborateurs, quand vous recevez la nouvelle recrue, vous parlez de vos valeurs? On parle tout de suite des valeurs, Tout de suite. mais je n'ai pas de bureau, puisque je suis dans l'open space comme tout le monde. D'accord. Et puis enfin, troisième point. Et le troisième point, c'est l'attention que l'on porte au développement des collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, on leur fait une double promesse. On dit, venez chez nous, vous allez vous éclater, et venez chez nous, vous allez vous développer au max. Ils vont s'éclater, ils passent 10% de leur temps en réunion d'équipe, en séminaire, en partage d'informations, en construction, en participation à la définition de la stratégie. Ils proposent eux-mêmes des initiatives qu'ils portent. Et ça, aujourd'hui, ça leur plaît énormément. Il y a un potentiel énorme de la part des jeunes en particulier pour ce qu'ils peuvent apporter à mon entreprise. Et puis sur leur développement, ils passent également 10% de leur temps en formation, en partage, en compagnonnage. Et ça, aujourd'hui, sur un cabinet de conseil, il y en a très très peu qui le font parce que le temps des consultants, c'est tout simplement le chiffre d'affaires et donc la marge de l'entreprise en fait au final. Cet investissement, c'est un coût qui est sûr, et surtout en fait, aujourd'hui, je le sais, c'est un rendement très important pour l'entreprise. On retrouve à travers votre témoignage les 3 composantes que Laurence Potier-Caudron nous développait tout à l'heure, c'est-à-dire le recrutement est lié intrinsèquement au management et est lié à la formation. Comment définiriez-vous votre tâche de manager, de leader? Comment vous la définiriez aujourd'hui? Vous faites quoi finalement, Olivier? Je m'en pose la question tous les matins. Je m'assure que les conditions de succès sont réunies. Les conditions de succès pour être réunies, ça passe énormément par recruter les bonnes personnes, des personnalités qui vont fitter entre elles et s'assurer ensuite que la dynamique est bonne. Et donc mettre en place un système managérial que je suis loin d'être le seul à porter,
qui permet derrière qu'il y ait une vraie dynamique de progrès et d'ambiance qui se gère à l'intérieur de l'entreprise. À l'intérieur de l'entreprise, y a-t-il un doute sur le fait que vous soyez le leader? Je ne pense pas. C'est ça, voilà, il y a ça aussi. Donc tout le monde le reconnaît, mais il n'y a pas besoin de porter les galons en permanence, si c'est ça. Ah non, non. En revanche, l'autorité, vous l'avez. Le pouvoir n'est pas visible, mais l'autorité, vous l'avez. Le pouvoir se montre très peu. Donc, je pense que dans une organisation Voilà. qui fonctionne bien, le pouvoir se montre très peu. Et des leaders, si j'en suis un, notamment étant le fondateur, l'objectif, c'est de faire émerger le maximum de leaders, y compris de la part des jeunes, qui prennent le lead sur un sujet. Et en ça, ils sont aussi les leaders d'une partie de l'entreprise. Olivier Cornu, Cubic Partner, merci beaucoup Olivier, merci énormément. Je vous entraîne chez Keolis. Keolis, c'est un opérateur privé de transport public, c'est-à-dire qu'ils ont des autocars, ils ont des autobus, ils ont des navettes, par exemple, avec les aéroports. Nous allons dans la région Champagne-Artois, auprès du directeur régional Stéphane Monnier. Là, ils ont mis en place une stratégie pour pouvoir recruter. Ils promettent ceci à leurs recrues. Chez nous, tu vas progresser beaucoup plus vite. En 3 ans, tu auras un progrès bien plus important que ce que le marché peut t'offrir. Nous allons t'accompagner sur de la formation, tu vas pouvoir commettre des erreurs, on sera avec toi. En contrepartie, tu restes chez nous et en contrepartie, tu bosses comme un fou pendant ces années-là. Stéphane Monnier. Le choix qu'on a fait, c'est de proposer à nos jeunes collaborateurs des postes qui sont des postes qui souvent contiennent une responsabilité qui est plus importante que celle qu'ils auraient pu imaginer. Et il y a vraiment un contrat entre eux et nous. On a un engagement fort d'accompagnement, de coaching, de formation. Et on leur demande en contrepartie un investissement professionnel très important. Ça leur permet de découvrir vite, de se former vite. Et nous, ça nous permet effectivement d'avoir des collaborateurs qui sont formés à nos méthodes et qui sont des personnes qui vraiment s'investissent beaucoup dans l'entreprise. Alors, depuis 3 ans à peu près, oui, ça fonctionne bien. On a des collaborateurs qui sont très investis et qui vraiment s'y retrouvent. Pour eux, effectivement, ça leur permet d'accéder à des responsabilités. On accepte aussi parfois, effectivement, qu'ils puissent se tromper. Ça fait partie du contrat mutuel et ça leur permet, effectivement, de progresser beaucoup plus vite et de découvrir beaucoup de choses. La contrepartie, effectivement, c'est qu'il faut qu'ils aient vraiment envie de s'investir, d'apprendre pour pouvoir effectivement progresser. Stéphane Monnier, Keolis, direction régionale Champagne-Artois. Dans quelques instants, vous aurez la possibilité de poser vos questions. Olivier, sur ce témoignage, avez-vous un commentaire, une réaction? C'est-à-dire promettre plus que ce que promet généralement le marché? Je pense que c'est la clé aujourd'hui pour recruter. C'est-à-dire que pour convaincre, en particulier en fait, un jeune diplômé, je pense qu'ils sont intéressés par le sens, je l'ai dit, mais en particulier effectivement par le fait de se développer. Et là, il faut donner des gages, il faut démontrer comment est-ce qu'on va prendre soin en particulier de votre carrière et de votre développement. Je pense que c'est l'une des clés. Merci beaucoup. Loïc Adriensen, je vous présente tout à l'heure. Je rappelle que vous êtes directeur commercial, marketing et client chez Le Gallet. Est-ce que ce témoignage vous parle? Alors, je rebondirai sur ce que vous avez dit, sur le fait que la vérité, à mon avis, et dans chacune des entreprises c'est pareil, est probablement un gage important. C'est-à-dire donner des choses, ok, mais à condition qu'elles ne soient pas superficielles, ou en tout cas qu'elles soient prouvées d'une certaine manière. Et pour qu'elles soient prouvées, il faut qu'elles ressemblent aux valeurs qu'a l'entreprise. Je pense qu'on a autant d'entreprises, autant de valeurs à démontrer pourvu qu'on parle vrai. Nous revenons avec vous dans un instant. Nous allons entrer en entreprise par la porte que prend un apprenti. Merci beaucoup à tous les deux d'être là. Je m'adresse d'abord à Jérôme Nicolai. Vous êtes apprenti mécanique générale depuis 2 ans. Et vous, ce qui vous passionne, c'est de bouger. Vous m'avez dit, attends, moi je veux bien bosser, il n'y a pas de problème. Mais ce que j'aime, c'est réparer les machines là où elles sont. Donc je prends la bagnole, je prends tout ce qu'il faut, je pars, je vais là où la machine est en panne, c'est bien ça? C'est ça. Ça, vous adorez. Et vous m'avez dit, mais ce que j'aime, c'est que chaque journée soit différente, que demain soit différent d'aujourd'hui. C'est ça, il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent. Alors expliquez-nous, au moment où on vous a dit, bon, ben, il va falloir trouver une entreprise, comment avez-vous fait? J'ai commencé sur Internet à regarder toutes les entreprises qui proposaient de la mécanique travaux publics notamment, donc soit des concessionnaires, soit des grosses entreprises. Et Quand vous dites, excusez-moi, quand vous dites sur Internet, vous êtes allé sur votre ordinateur, sur votre portable, sur une tablette? sur ma tablette.
sur votre tablette. Continuez, donc vous avez regardé. J'ai regardé tout d'abord les noms des entreprises et j'ai commencé à regarder sur Facebook pour voir si elles recherchaient des techniciens. Et vous avez trouvé quelque chose? Oui, j'ai trouvé des entreprises qui recherchaient des techniciens. D'accord. Vous avez poursuivi? Qu'avez-vous fait? J'ai poursuivi, j'ai donc contacté par téléphone ces entreprises pour savoir si elles étaient prêtes à faire le geste de prendre un apprenti. Et celles qui m'ont répondu oui, j'ai envoyé un CV, une lettre de motivation. D'accord. Donc le premier contact a été un contact sur Internet. Qu'avez-vous regardé précisément? Quelles sont les informations auxquelles vous étiez sensible sur Internet? Les marques que les concessionnaires distribuent et les parcs matériels des personnes qui les utilisent, les entreprises qui les utilisent. Ensuite, quand vous avez vu les profils de poste, qu'est-ce qui vous intéressait particulièrement? Moi, c'était l'itinérance. Voilà. Donc, c'est là-dessus où vraiment les mots devenaient pour vous importants. C'est ça. Est-ce que vous avez fait attention, à un moment donné ou à un autre, à l'ambiance de l'entreprise, à ce qui se disait par ailleurs? Non, pas trop. Pas du tout. Ce qui vous intéressait d'abord, c'est y a-t-il un poste où on répare des machines avec de l'itinérance? C'est ça. C'était bien ça? Comment avez-vous été reçu ensuite lorsque vous avez pris un premier contact? Vous avez envoyé votre CV. Rapide le CV ou pas? Dites-moi. Oui. Oui, c'est-à-dire rapide. Décrivez-nous. En 10 secondes, le CV est arrivé dans l'entreprise? Non, en 30 secondes, il était prêt? Non, moi je l'ai envoyé, donc je l'ai écrit manuellement et je l'ai envoyé par courrier. Parfait. Ah, courrier postal. Courrier postal. Oh, nominatif? Nominatif. Et dites donc pourquoi? Parce que l'entreprise le demandait? Non, parce que je pense que c'est un gage de sérieux de la personne qui recherche un emploi. Ah, merci beaucoup. Voilà, ça c'était votre conception personnelle. C'est mieux si je le fais comme ça. Est-ce que vous auriez pu le faire autrement? Est-ce que c'était possible? Est-ce que c'était possible via les canaux Internet? J'aurais pu le faire sur Internet et l'envoyer par mail. J'en reviens dans un instant. Olivier, est-ce que vous recevez comme cela une lettre, un CV manuscrit? Ça vous parle ou pas? Ou pas du tout? Non, ça me parle. Je trouve que la démarche est hyper intéressante parce que finalement, c'est, je pense, finalement deux mondes qui essaient de se parler. Et le monde, je vais dire, plus récent, plus jeune, en fait, utilise les codes de l'ancien en pensant que ça fait sérieux, quoi. Voilà, donc je pense que ça illustre bien le schisme qui peut exister entre ceux qui veulent rentrer et ceux qui décident en fait de qui rentrent, quoi. Loïc Adriensen, même question. Vous recevez, voilà. On est en France en particulier, je trouve, par rapport à d'autres pays, nous cloisonnons beaucoup les choses. On veut dans un CV des études, on veut quel type d'études, etc., etc. Et on accepte relativement peu les passerelles. Moi, je suis dans une entreprise où, aux ventes, ils vont ensuite en logistique, de la logistique, ils vont ensuite dans les points de vente, etc., etc. Et je crois qu'on gagnerait beaucoup à apprendre de pays comme l'Allemagne ou même certains pays anglo-saxons qui n'ont pas de cadre statutaire qui viennent encadrer tout ça et d'accepter que, à partir du moment où c'est sincère, et ça sera vérifié dans un entretien, la démarche écrite ou la démarche pas écrite est une démarche. Ouais. Et regardons-la comme ce qu'elle est. D'accord. Néanmoins, Jérôme Nicolas, enfin, encore une fois, saluons vraiment. Donc, j'entends bien, tiens, il utilise nos codes, vraiment intéressant. Donc, autrement dit, c'est aussi une preuve d'intelligence et d'empathie, non? Franchement. Eh oui, bien sûr. Ensuite, comment a été reçu votre CV? Dites-nous. Donc, on vous a recontacté? On m'a recontacté pour fixer un rendez-vous d'embauche, quoi. Parfait. Et alors, expliquez-nous. Rendez-vous, ça y est, vous y êtes. Donc on a parlé avec ma directrice technique qui est actuellement toujours la même, puisque je n'ai pas changé d'entreprise depuis. Donc vous êtes dans l'entreprise Tilmat, qui appartient au groupe Tilly à Voipy. Qui appartient au groupe Tilly, d'accord, ici dans la région. C'est ça. Donc vous êtes en dialogue avec cette personne. De quoi parlez-vous? De mon expérience professionnelle, de mon parcours. Je savais qu'en arrivant dans la mécanique travaux publics, je n'avais pas du tout d'expérience, parce que je venais du monde du paysage, donc l'entretien des espaces verts. Et on m'a tout de suite fait confiance puisqu'on a décidé de m'embaucher sans expérience en tant qu'apprenti. Et à votre avis, pourquoi on vous a fait confiance? Pourquoi ça a bien marché? Une question comme ça, hein, vous inquiétez pas, il n'y a pas de piège, hein, pas du tout. Hein. Quand vous revoyez l'entretien, vous dites tiens, ça a bien marché à ce moment-là. Est-ce que c'était parce qu'il manquait de personnel? Est-ce que... D'accord, difficile peut-être. Difficile à dire. Néanmoins, la confiance qu'on vous a accordée, aujourd'hui, 2 ans plus tard, vous dites... ils avaient raison? Ah, ils avaient raison. Ah, il faut leur poser la question, quoi. Non, mais bien sûr, mais vous êtes encore là. Vous êtes toujours là. Est-ce que vous vous éclatez, du coup? Attendez, quand je dis éclater, est-ce que l'itinérance, vous l'avez?
Et est-ce que vous réparez les machines que vous souhaitiez réparer? Ah oui, moi je prends du plaisir tous les jours dans mon métier. Tous les jours est un nouveau jour. 2 ans dans l'entreprise, au fur et à mesure, vous l'avez découverte, vous avez découvert l'ambiance. Y a-t-il des choses dans l'ambiance de l'entreprise, du coup, qui vous frappent, qui vous marquent aujourd'hui, et où vous dites, vous allez me confirmer, bonne entreprise, finalement c'est sympa? Oui, même si c'est une grosse entreprise, on reste une entreprise familiale où tout le monde va discuter ensemble. Et il y a une très bonne ambiance dans cette entreprise. Et ça, aujourd'hui, quand vous faites le bilan de toutes ces choses-là, est-ce que le fait que ce soit une très bonne ambiance, c'est fondamental pour vous? Ouais. Oui, c'est devenu fondamental. Ça le devient. Je m'éclate dans mon boulot et j'ai une ambiance qui, dans l'entourage, fait au total que c'est vraiment sympa la vie. C'est ça. Quand vous voyez pro et fun, vous mettriez pro d'abord ou fun d'abord pour vous? Pro. Pro d'abord? Pro. Oui, ça c'est votre truc pour l'instant. Ok. Même si l'ambiance est bonne, encore une fois, hein, vous dites Ah qu'il y a oui, plein oui. de choses qui sont belles, hein, on est d'accord. Parfait. Vous recommanderiez à ceux qui vont vous suivre de travailler pour ce groupe-là? Oui. Franchement, oui. Oui. Super. Merci beaucoup pour votre témoignage. De rien. On peut l'applaudir, vraiment. Vous avez vu par rapport à votre programme, sur votre programme, il y a une personne qui manque, c'est Anne Zamit. Elle vous prie de bien vouloir accepter toutes ses excuses. Elle est retenue à Nantes par un audit intempestif et qui dure encore pendant 48 heures. Elle nous a fait néanmoins parvenir l'ensemble de ses travaux pour que nous puissions en profiter. Alors après tout ce qui vient de s'être dit, si vous voulez, voici ce que vous aurez dit dans une première partie, en tous les cas, Anne Zamit. Considérez une chose, à la lumière du témoignage qui vient d'être dit, mais d'autres également, de votre expérience personnelle, de ce qui a été dit par Laurence Potier-Caudron tout à l'heure. Le marché, la place où se négocient, où se rencontrent celles et ceux qui proposent de l'emploi et celles et ceux qui le souhaitent, est aujourd'hui majoritairement le numérique. Il va falloir y aller, si on peut voir le premier slide, merci beaucoup. On s'adapte ou bien on est à côté. Si vous êtes à côté du numérique, vous ratez l'avion. Donc vous pouvez toujours dire, moi j'en ai pas besoin, un jour vous serez tout seul. Vous serez tout seul et voici pourquoi. Slide suivant, regardez bien, un chiffre. 16 millions de personnes sont nées entre 85 et 2000. Dans 2 ans, ensemble, elles constitueront 50% de la population active. Peut-on aujourd'hui se séparer de cette frange-là de la population active? Troisième slide. Voyons ensemble ceci. C'est une étude de Corner Job. Je reviendrai sur Corner Job dans un instant, mais considérez que Corner Job est l'un des opérateurs sur Internet sur la demande et l'offre d'emploi. 73% des moins de 30 ans consultent actuellement les offres sur mobile seulement. D'où ma question, sur quel terminal avez-vous été voir? Je vous écoute. Sur Facebook notamment, puisque c'est le... Mais sur une tablette, avez-vous dit? Ouais, hein, sur une vous étiez tablette. sur une tablette. Voilà. Mais sur Facebook, je vous Ouais. écoute. Après, maintenant, il y a Instagram qui se développe de plus en plus chez les jeunes. Merci. Et tous les réseaux sociaux deviennent petit à petit le pôle emploi numérique. Merci beaucoup. Le pôle emploi numérique pour vous, c'est les réseaux sociaux. 73%, donc 3 sur 4. 3 sur 4 consultés par l'étude, bien sûr. Mais regardez le deuxième chiffre, 27% des offres y sont disponibles. Où se trouvent les autres? Avez-vous été étonné de la rareté de la présence des entreprises ou bien elles y étaient toutes? Non, elles n'y étaient pas toutes. Il fallait notamment rechercher sur d'autres sites internet, comme sur les sites de Pôle emploi, pour trouver d'autres offres. Et moi, je trouve ça dommage qu'elles ne les mettent pas sur Facebook, parce que c'est plus simple de les consulter sur Facebook. Merci beaucoup. Dernier slide, voyons-le ensemble. Merci. Donc, où doit-on être présent? Parce que quand on dit qu'il faut être présent sur Internet, c'est vaste. Eh bien, voici une première réponse. Panel d'applications qui permettent la rencontre des jeunes talents. Écoutez ce qui a été dit, on va y ajouter Facebook, bien sûr, mais actuellement, majoritairement, les offres se font là. Le marché, le voilà. Donc, vous êtes sur Indeed, vous êtes sur Monster, vous êtes sur LinkedIn, sur Jobijoba, et le voici sur Corner Job. C'est là où il faut être. Donc, votre entreprise, elle va simplement se référencer. Ensuite, vous verrez, c'est assez facile, c'est toujours les mêmes manœuvres. Vous devez inscrire votre poste, les qualifier, bien sûr, et vous avez l'autre possibilité, qui est la possibilité aussi d'aller voir ceux qui demandent de l'emploi. Et à partir de là, vous avez des connexions qui peuvent se faire. Attention, ceci n'est pas une Bible.
Vous voyez bien que tout est en mouvance permanente. Dans 2 ans, il y aura peut-être un 6e opérateur qui apparaîtra. Donc il faut être vigilant sur la suite. Se dire qu'aujourd'hui, pratiquement 3 jeunes sur 4 peuvent s'y trouver, que l'on peut encore améliorer les scores. Et reste une question, Laurence y a déjà répondu il y a un instant, le témoignage d'Olivier le complète, mais que va-t-on dire aussi de ce que nous faisons et de ce que nous sommes sur les réseaux sociaux pour que notre attractivité soit plus importante? Merci beaucoup pour tout votre témoignage. Je vous emmène maintenant chez Pomona. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Pomona, c'est un opérateur grossiste alimentaire, à la fois dans le frais, mais également dans le surgelé. Et quand je dis dans le surgelé, il travaille par moins 25 degrés toute l'année. C'est dur, vous ne pouvez pas dire que c'est sexy, quoi. C'est pas possible. Et pourtant, chez Pomona, ils parviennent à recruter partout en France. Donc, ils se lèvent très tôt le matin, vers 3h30. Ils approvisionnent les marchés d'intérêt nationaux. Ils veillent à la fraîcheur des produits et veillent aussi à les surgeler et également toute une série de plateformes logistiques. Donc, comment on fait pour attirer les personnes? Premier point, chez Pomona, intransigeant sur le fondamental des métiers. On ne va pas vous dire que c'est sexy, je reprends votre terme, Loïc, on ne va pas mentir, c'est dur. La vérité d'abord. Premier point. Deuxième point, peut-on faire des choses un peu différemment? C'est-à-dire comme on a envie de vivre. Je dis bien de vivre et non plus de travailler. Pour les temps de pause, par exemple, de quoi a-t-on envie quand on veut être en pause? On peut se poser la question tous ensemble, puisqu'on travaille tous ensemble. Chez Pomona, ils y ont répondu. Peut-on également, si on a un petit peu de temps à passer ensemble en dehors du boulot, s'inquiéter ensemble de l'une ou l'autre cause ou bien de l'une ou l'autre envie? Est-ce qu'on peut la décider ensemble et y participer? Pour eux, c'était par exemple sponsoriser le Festival des Vieilles Charrues, c'était s'intéresser à quelques concerts de musique, c'était aussi s'intéresser à l'un ou l'autre artiste. Mais toute l'entreprise y est allée, de telle sorte qu'il y a des points communs, fun, à partager également et qui font partie de la qualité de vie de l'entreprise. Je vous propose d'écouter le témoignage de Karl Le Guyader, directeur Pomona Ouest. Le point numéro 2, c'est particulier à l'Ouest. On a créé une ambiance, alors je ne vais pas dire festive parce que ça ne va pas avec le monde, c'est pas l'idée du monde du travail, mais on a créé une ambiance particulière autour de la musique, des festivals, qui font qu'on a une personnalité extrêmement spéciale. Et c'est vrai que du coup, l'entreprise apporte un côté, une particularité qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est ce que ressortent nos clients, mais c'est aussi ce que ressortent nos salariés. On a une réelle différence. Quand on a la chance d'aller au Festival des Vieilles Charrues, parce qu'on est parrain officiel depuis des années, ou au Hellfest, on invite nos clients, mais on invite aussi nos salariés. Les artistes passent, ils voient des grands concerts, donc c'est quelque chose qui est absolument différent. Donc il y a l'aventure de l'entreprise dans le cadre de son métier, et puis il y a l'aventure en dehors du métier qui fait qu'on vit une vie, mais qu'on n'aurait peut-être pas vécu autrement. Karl Le Guyader, directeur régional Pomona Ouest. Loïc Adriensen, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes merci donc à vous, bonjour. Directeur commercial, marketing et client chez Le Gallais. Le Gallais, c'est une ETI, 1000 personnes, basée à Caen. Clairement, il distribue partout en France du matériel pour le second œuvre du bâtiment. Ce qu'on appelait avant les quincailliers. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus large que cela. La promesse est la suivante. Si vous êtes un professionnel, si vous êtes un artisan, si vous commandez chez Le Gallais, aujourd'hui, demain ou plus tard, ce que vous aurez commandé sera livré là où vous l'avez souhaité. Je résume. Mais voici maintenant ma question. Si vous aviez quelques minutes pour nous expliquer profondément d'où vient Le Gallais et ce que représente l'entreprise aujourd'hui, je vais ajouter tout de suite que sur les 1000 personnes que je citais tout à l'heure, 650 dépendent de vous directement. Comment définiriez-vous Le Gallais ? Alors c'est une très très vieille entreprise puisqu'elle est née en 1889 et comme j'ai quelques minutes, on va tout de suite zapper toute la première partie de la boîte et puis on va s'arrêter quand finalement les 30 dernières années ont démarré, c'est-à-dire quand on s'est intéressé au monde de la distribution professionnelle uniquement. On est nous dans le second œuvre du bâtiment, donc on va distribuer des produits après finalement bon nombre des métiers que vous représentez. Et on va fermer le bâtiment. On va aller jusqu'à fermer le bâtiment, en théorie, etc., qui font partie de l'activité.
On est basé effectivement à Caen, ville balnéaire connue pour ses plages de débarquement, et c'est tout, parce qu'on ne passe pas à Caen par hasard, il n'y a pas de voie particulière pour passer à Caen par hasard. C'est un point important que je redévelopperai tout à l'heure. Finalement, notre richesse, nous, on ne fabrique pas de produits, on ne fait que les distribuer, c'est d'apporter des solutions à des clients, et la seule ressource que l'on a, c'est l'humain. C'est la personne, c'est la compétence individuelle que l'on a dans l'entreprise. Alors on a aujourd'hui 1000 personnes, moi je suis rentré dans l'entreprise, on était 250 à peu près, et la grosse part de l'entreprise, c'est évidemment la partie commerciale. On a dans l'entreprise 650 personnes, à peu près moitié qui vont visiter les clients sur le terrain, et puis une moitié qui sont soit dans des points de vente, soit dans un centre de contact qui est basé sur Caen. L'entreprise a pris en compte cette caractéristique-là une fois qu'elle a posé ses fondations, qui étaient un stock centralisé, une offre large, parce qu'il fallait répondre à toutes sortes de clientèle. On s'adresse à l'artisanat, à l'administration, aux gens qui font de la maintenance de sites d'une façon générale. Eh bien, nous avons développé toutes les conditions pour que les gens puissent se réaliser eux-mêmes. Alors, on ne va pas s'occuper de la vie privée des gens, mais on pense que si notre salarié est heureux, alors notre client est heureux. Et notre vocation quand même d'entreprise, c'est que notre client soit heureux. Pourquoi? Parce que ça nous fournit l'oxygène nécessaire à la survie de l'entreprise, l'argent, qui n'est qu'un oxygène, qui n'est pas plus que ça, en tout cas dans la vision dont on le pense. Donc si le salarié est heureux, il faut créer ces conditions-là. Et il faut qu'il soit lui-même serein. S'il est heureux, le client sera heureux. Si le client est heureux, il nous achète. Nous avons l'oxygène, l'actionnaire est content, nous continuons d'embaucher et c'est parti. L'année dernière, en 2017, il a fallu embaucher une centaine de personnes supplémentaires dans ma direction. Sachant que personne ne passe par hasard à Caen, hein, on est d'accord. Que personne ne passe par hasard. Enfin, voilà. Si vous allez à Caen par hasard, vous me le dites, Bien mais sûr. il n'y a que ceux qui vont à Cherbourg. Mais sinon, quand on va à Rennes, on passe pas à D'accord, mais Caen. 100 personnes ont donc décidé de travailler pour vous, ont accepté l'offre que vous avez faite. On y viendra, poursuivez, je vous en prie. Alors, on a depuis maintenant une trentaine d'années à peu près 10% de croissance par an. Et c'est la force, quelque part, de Le Gallet que d'avoir cette croissance-là. Parce qu'on se rend compte finalement que plutôt que de poser l'entreprise comme un monde où les gens doivent nous donner quelque chose, un travail, eh bien, on va plutôt poser l'entreprise comme une association de droits et de devoirs. Et cet équilibre-là qu'on arrive à faire vivre, pour le faire vivre, il faut que chacun des participants de ce contrat-là soit dans le jeu. Et donc que le salarié soit d'une certaine manière considéré et prenne possession de l'entreprise, soit en capacité d'amener sa propre vision de l'affaire en acceptant, c'est le devoir, un arbitrage à un moment donné qui va être fait, qui peut être à son niveau, qui peut être à un autre niveau de l'entreprise. Voilà. C'est ce qu'on essaye de développer depuis très longtemps, à la fois avec les salariés de l'entreprise et puis évidemment avec nos clients, puisque nous sommes dans la distribution, dans une relation avant tout de service et donc de relations humaines. Question, comment parvenez-vous à installer cette prise de conscience chez votre tout nouveau collaborateur ou chez votre prospect? C'est-à-dire dire, attention, voici comment on va marcher ensemble. Comment vous expliquez? Quels sont les termes? Imaginez, je suis candidat, vous me dites quoi? Alors déjà, il faut aller vous chercher, parce que personne, ou pas grand monde en tout cas, est sorti de sa vie d'étudiant en se disant « super, je vais devenir quincaillier ». C'est assez rare, l'image qu'on a du quincaillier n'est pas probablement l'image de l'entreprise. Le premier canal de distribution qu'on a aujourd'hui chez Le Gallet, c'est le site internet. On ne pourrait pas l'imaginer dans une quincaillerie. Et donc il faut vraiment pousser la porte pour le découvrir. Donc il faut aller chercher ces gens-là. La première source de recrutement qu'on a chez nous, c'est la cooptation. On finance d'ailleurs la cooptation. Les gens gagnent de l'argent, entre guillemets, avec la cooptation, quand la cooptation est réussie. Ils touchent une première prime, puis une deuxième, si jamais au bout de X temps, le candidat est toujours chez nous. C'est indélicat de vous demander combien? 300, puis 300. Voilà. Sur une période de 8 mois, 8 à 10 mois suivant les cas. On conseille rarement son ennemi. On conseille plutôt des gens dont soit on a vérifié que les valeurs qu'il a sont plutôt les miennes, et si cette personne est déjà dans l'entreprise, alors on aura déjà moins ça en commun, premier point. Et puis deuxième point, il a des compétences, ou au moins je les vérifie un petit peu, parce que quand même, si jamais ça ne marche pas, ça va me retomber dessus d'une façon générale.
Quel est le raisonnement qui vous a amené à dire on va payer nos collaborateurs pour cette cooptation, tandis que chez Olivier, il n'y a pas a priori cette prime-là? Pourquoi? Je ne dis pas que ça ne se défend pas. Comment en êtes-vous arrivé à cela, à dire finalement c'est un service, ça peut se rétribuer? Alors d'abord parce que je suis dans une fonction commerciale, et Bien que sûr. le commercial a deux neurones très développés, l'action et l'argent. Et qu'en général, quand on fait appel à ces deux phénomènes, ça marche plutôt bien. La deuxième chose, c'est que c'est un effort quand même d'aller chercher des gens. J'entends bien. D'être en veille permanente. Je vais vous prendre une anecdote. Certes, nous passons par les job boards qu'on a vus, etc. LinkedIn, aujourd'hui, est notre premier canal de recrutement, si je mets de côté la cooptation. Mais pourtant, moi, je demande à tous les chefs des ventes qui ont entre 10 et 15 personnes en direct, commerciaux, sédentaires ou itinérants, je leur demande d'avoir en permanence une dizaine de contacts qu'on n'embauchera peut-être jamais, qu'on embauchera peut-être un jour, mais d'avoir ces contacts-là. Aller les chercher, les 10 contacts, c'est pas si simple que ça, hein, de les avoir en permanence, en capacité d'être recrutés à un moment, de les nourrir aussi pendant le temps où on ne les recrute pas, ces gens-là. Ben voilà, ça prend du temps. Et comme le temps, c'est un peu d'argent, on leur redonne le temps qu'ils nous ont donné. Merci beaucoup. Poursuivons donc, poursuivons. Vous étiez en train de me recruter et je vous demandais, mais comment me faites-vous comprendre qu'il va y avoir entre nous une relation extrêmement précise que vous allez imposer ou en tous les cas m'inviter à épouser? Alors notre enjeu, nous, c'est de nous faire comprendre totalement, de comprendre évidemment la personne qui vient chez nous, de vérifier si ce qu'elle nous propose correspond à notre besoin, et puis aussi de nous faire comprendre à notre tour. Et le mode de recrutement chez nous est un recrutement tripartite systématique. Imaginons qu'on recrute un commercial, le manager direct va évidemment faire partie du triptyque. Il y aura un manager, N+1, N+2 suivant les cas, et puis il y aura la ressource humaine, le département de ressources humaines. Personne n'a une voix plus importante que l'autre. C'est à la fin de l'ensemble de ces entretiens, qui est un parcours long, je l'avoue entièrement, personne n'a une voix supérieure à l'autre, il faudra absolument qu'on se mette d'accord. Mais le gros intérêt de ça, c'est que chacun va avec un œil qui est complètement différent, premièrement. Donc on va aller regarder le candidat sous un angle 360 probablement plus important que si jamais on ne l'avait fait que par un prisme. Et puis la deuxième chose, c'est que le candidat peut, au travers de ces 3 entretiens, vérifier si on dit les mêmes choses, s'il ressent l'entreprise de la même manière, chez les uns et chez les autres, alors que les uns et les autres n'ont pas tout à fait la même position dans l'entreprise, donc ne peuvent pas parler de l'entreprise tout à fait de la même manière. Voilà. Je pense que c'est la première des fidélités de l'entreprise. Moi qui recrute beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens et je m'oblige à voir ces gens-là. Je puis vous dire que souvent, enfin j'ai même jamais eu d'expérience où après ces entretiens-là, nous n'avions pas séduit un peu plus que si nous l'avions fait d'une autre manière. Et puis après, la troisième chose qu'on met en œuvre, c'est que probablement qu'à la fin, il va falloir quand même remporter la partie. Là, je me rappelle à mon bon souvenir, nous sommes à Caen, en Normandie. Pour des postes complexes à recruter, il y en a qui sont plus ou moins difficiles, mais complexes à recruter, on va jusqu'à inviter l'épouse ou l'époux, proposer les bonnes dates, les bonnes adresses dans notre région pour simplement faire comprendre dans quel univers, au-delà de l'entreprise, la personne peut s'épanouir ou pas. L'entreprise propose l'emploi, l'entreprise s'ouvre à la famille, si je comprends bien. Il y a une forme de séduction nécessaire. Il n'y a pas que des choses que le salarié vient donner, il y a aussi des choses que l'entreprise doit proposer. Et de la même manière que quand le salarié est rentré dans l'entreprise, moi je considère que nous nous essayons mutuellement. Le salarié va essayer, nous allons essayer le salarié d'une certaine manière. Et c'est comme ça qu'on monte une histoire, ce n'est pas juste dans un sens. Et un jour, vous avez décidé de présenter l'entreprise Le Gallet à un concours international, The Best Place to Work, et vous l'avez remporté la première année, médaille d'or. Alors, attendez, expliquez-nous, dans votre catégorie en tous les cas, expliquez-nous d'où est venue l'idée, pourquoi vous y êtes allé? Alors, je vais quand même pas vous emballer, c'est très gentil pour moi, mais nous avons été classés la première année, c'est déjà pas mal. Après, honnêtement, peu importe la place, pour ce qui nous concerne, d'abord parce que je pense que ce concours, d'une certaine manière, ou cette gratification, regroupe des entreprises complètement différentes. Quand on a Decathlon et Le Gallet dans une catégorie commune,
Decathlon rassemble, et ils font des choses extrêmement bien, mais ils fédèrent par une universalité du sport. Moi, je ne fédère pas par universalité de la quincaillerie. Decathlon fédère par des magasins et des gens au milieu du sport. Moi, j'ai des gens qui doivent préparer des colis et puis d'autres qui doivent aller vendre. Donc, il y a une variété, évidemment, qui n'est pas comparable. Et à la limite, peu m'importe. On a, nous, décidé à un moment, on fait régulièrement des enquêtes clients. On est une société qui nous remettons beaucoup en cause, parfois trop, nous disent les salariés, parce qu'on se... comment dirais-je, on a beaucoup de projets, beaucoup de projets. Le fait est que Great Place, c'était une façon pour nous, au départ, uniquement, de se faire connaître un peu plus et de faciliter l'attractivité de l'entreprise de la part d'un certain nombre de candidats, notamment des candidats un peu plus techniquement compliqués à aller chercher. Un mot sur The Best Place to Work, simplement qu'on sache de quoi il s'agit. Voilà, de quoi s'agit-il? Alors c'est en fait une enquête qui est menée au sein de l'entreprise, plusieurs centaines de... Enfin, tous les salariés sont interrogés pour ce qui nous concerne, qui est fait par un organisme indépendant et qui va noter la façon dont le salarié voit son entreprise, et tous les critères sont passés en revue. Des critères classiques comme l'intérêt du travail, la montée en compétences, le salaire, l'environnement de travail, vraiment tous les aspects de l'entreprise. Le management et la formation sont également dedans? Absolument, oui. Et le management est d'ailleurs très visé par les questions. Donc l'enquête a été faite chez nous en novembre, c'est dépouillé, puis ensuite il y a une note qui ressort de ces différentes enquêtes faites au niveau des salariés, Oui. et qui positionne l'entreprise dans ce qu'ils appellent une entreprise où il fait bon travailler, et non pas où il fait bon vivre d'ailleurs. On y reviendra. Voilà, et donc nous, qu'est-ce que ça nous a donné? On faisait déjà des enquêtes internes, etc. D'abord, premièrement, c'est un organisme extérieur qui l'a fait, c'est tout le monde qui a été interrogé, pas qu'un panel. Ça nous a permis de vérifier finalement ce que pensaient réellement les salariés quand ils parlaient à autrui, et sur un spectre complet. Et c'était différent de vos enquêtes internes, ou vous avez eu des surprises ou pas? Non, on n'a pas eu de surprise sur le positionnement. On a eu par contre des sujets mis sur la table, et quand on fait ça, il faut s'engager aussi derrière à accepter de recevoir. C'est comme quand on pose une question. Quand on pose la question, il faut le oui et le non. Sinon, il ne faut pas poser la question. C'est qu'on a la réponse. Là, quand on fait une enquête comme ça, il faut accepter de regarder réellement ce qui a été dit. C'est ce qu'on a fait. On a d'ailleurs tellement fait ça que cette année, par exemple, on n'a pas postulé, alors qu'on aurait pu pour le côté externe. On ne l'a pas fait parce qu'on a considéré qu'un an était trop court pour mettre en place ce que les salariés avaient plutôt mis sur la table, ce que nos équipiers avaient plutôt... Mais donc la première année, vous avez été classé, et puis ensuite, j'insiste quand même, vous êtes dans le haut du panier, quoi. Vraiment, Oui, c'est clair. On est 17e à peu près sur oui, les... enfin, à peu près, pas on mal est du 17e, mais encore une fois, la place n'était pas l'enjeu de On est l'entreprise. En Quelles revanche, sont les- on a utilisé ça, bien Alors, évidemment, à l'extérieur. voilà, quelles sont les conséquences de tout ce travail? Et on voit bien que c'est un travail de fond. Vous n'avez pas fait ça pour la gaudriole, excusez-moi, Non. mais pas du tout. Donc ce travail de fond, la conséquence de cela? Alors, la première, déjà, c'est que les gens on a reçu pas mal de candidatures spontanées, en tout cas beaucoup plus spontanées que précédemment, juste parce qu'on était Great Place to Work. Qui venait donc par Internet? Qui venaient beaucoup par Internet, par nos médias. On a un site de recrutement directement, et on rejoint après les job boards qu'on a vus. Donc il y a eu cette particularité-là, assez forte pour nous. Et puis surtout une chance incroyable que de pouvoir nous expliquer. Parce que c'est bien beau de « Ah oui, au fait, vous êtes Great Place, j'aimerais bien savoir si vous avez un job ». N'empêche que le regard est encore aiguisé. Vous êtes qui en fait exactement? Et là, il faut joindre bien évidemment la promesse à la preuve, et donc rentrer dans ce que j'ai dit tout à l'heure et amener cette preuve. Si c'est juste du marketing, au sens mauvais du terme, mettre en valeur et c'est tout, ça ne sert à rien. Il faut que ce soit que ça parte d'une vérité. Voilà. Donc il y a eu beaucoup ça. Et puis il y a eu aussi une capacité pour l'entreprise d'aller chercher des fonctions très techniques qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir, qui ne se développaient pas beaucoup en Normandie. Et donc des gens qui sont venus de régions autres, et notamment de régions parisiennes, pour nous rejoindre dans des fonctions très très particulières. Loïc Andriensen, merci beaucoup de votre témoignage. Olivier, vous
vous candidaterez un jour avec votre entreprise pour The Best Place to Work ou pas? Ça vous inspire ou pas? Dites-moi. J'ai envie de te répondre par une question. Messieurs, est-ce que vous connaissez Great Place to Work? Merci beaucoup. Poursuivons, si vous le voulez bien. Dans tout ce qui a été dit, il y a des constantes. Le sens, le sens, le sens. Quel est votre projet d'entreprise? Pourquoi investirais-je ma vie dans cette entreprise 8, 10, 12 heures par jour, éventuellement, quand les projets sont là, bien sûr. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Donner du sens d'abord. Voyons ensemble, si vous le voulez bien, voilà ce que dit Anne Zamit, ou en tous les cas ce qu'elle nous a fait parvenir. Cette citation est magnifique, je vous la recommande vraiment. Elle date quand même du début du siècle dernier. L'entreprise doit faire des profits, sinon elle mourra. Ce que vous avez dit, Loïc, ce que vous avez dit, mais et ça se poursuit, comme vous l'avez dit. Mais si l'on tente de faire fonctionner l'entreprise uniquement sur le profit, alors elle mourra aussi, car elle n'aura plus de raison d'être. La bonne question, c'est quelle est la raison d'être de votre entreprise? Posez-vous 5 fois la question pourquoi? 1 fois, 2 fois, 3 fois. Pourquoi fait-on les choses fondamentalement? À partir de là, on commence à obtenir le sens. Premier point. Deuxième point, de quoi parle-t-on? En clair, donner du sens à sa vie. Pour la jeunesse, participation, implication, on ne fait ici que redire ce qui a été dit, périmètre d'autonomie, prise en considération, vous l'avez dit, l'un et l'autre d'ailleurs, prise en considération, ce qui ne veut pas dire totale liberté. Si nous reprenons, Jérôme, votre témoignage, c'est moi ce que je souhaitais, c'était l'itinérance, prise en considération de l'itinérance. Ça ne veut pas dire totale liberté. Les jeunes ont besoin d'un cadre plutôt que de fil conducteur, vous êtes d'accord là-dessus? Un cadre plutôt que d'un fil conducteur. Tu fais ça, mets ton pied droit là, non, ça vous ne voulez pas. En revanche, écoute, on va là, tu viens avec nous, ça vous va, avec vos compétences. Et des valeurs qui s'appelle, dans notre sujet, des jours de repère et du sens. Merci beaucoup pour ce slide. Passons au suivant, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, très intéressant. Il s'agit d'une étude d'Harvard Business Review 2017, 2330 jeunes. Question, qu'est-ce qui vous motive dans l'emploi que vous recherchez? Et regardez, c'est vraiment intéressant. D'abord, l'esprit d'équipe. Je veux vraiment qu'on soit ensemble. 30% de la motivation, c'est ça. 2, je souhaite évoluer rapidement. Je souhaite vraiment qu'il y ait un avenir pour moi. Je veux grandir. Je veux marcher. 30%. Multimission. Vous l'avez dit et l'un et l'autre. Vous l'avez dit aussi, Loïc. Attention, moi, il n'est pas, comment dire, incongru de penser qu'une personne qui se trouve actuellement en logistique ne viendra pas au commercial. Commercial, je veux dire vente, réponse, etc. Et inversement, je vous en prie. Je voudrais juste dire un truc là-dessus d'ailleurs, j'y pense là tout de suite. On dit souvent l'équipier qui rentre aujourd'hui en entreprise ne fera pas carrière dans l'entreprise, c'est fini, on va faire des métiers différents. On ira dans des métiers différents. Chez nous, la moyenne, c'est 28 ans, moyenne d'âge à peu près sur les sédentaires. Et pourtant, tous les mois, des gens quittent l'entreprise avec 30 ou 40 ans d'entreprise. Et c'est à l'entreprise de créer cette variété. Ce n'est pas à l'entreprise de... L'entreprise ne peut pas rester à côté de cette variété-là. Et là, dans ce cas-là, on aura des collaborateurs qui resteront 30 ans, mais en ayant fait peut-être 5, 6, 7 métiers différents. C'est à l'entreprise de créer cette variété, à la fois dans la façon de le faire, et évidemment dans les types de jobs que l'on peut faire. Parfois, dans l'entreprise, il est dit ceci. Si tu es bon dans ton poste, tu vas y rester. Précisément parce que tu deviens irremplaçable. Vous vous interdisez de penser comme ça? Totalement. Alors là, pour moi, c'est... Enfin, si quelqu'un tient l'entreprise juste par son poste, alors il faudra qu'on se pose la question de la vocation réelle de l'entreprise. Et je le dis aussi pour un commercial qui passe d'une entreprise à l'autre et qui pense qu'il va emporter avec lui l'intégralité de la clientèle. Je ne l'ai jamais vu. Oui, 3 copains. Ou 10 pendant 3 mois, mais c'est tout. D'accord. Merci beaucoup. Il faut donc s'interroger. Multimission. Quel est le parcours que peut faire une personne dans votre entreprise? Ça, il faut vraiment y réfléchir. Mobilité internationale, vous voyez que c'est à 12%, ce n'est pas inintéressant, mais on peut aussi y penser. Le salaire intervient aussi pour 12%. On ne l'a pas évoqué, le salaire. J'aimerais vous interroger dans un marché où on est en pénurie de main-d'œuvre.
en tous les cas dans vos secteurs, où vous avez des difficultés parfois à recruter, est-ce que ça devient aussi un élément de négociation? Je vous écoute, Loïc, je vous en prie, puis Olivier ensuite. Alors, moi, ce que j'ai vu évoluer beaucoup dans les 17 années que j'ai passées déjà chez Le Gallet, c'est que probablement qu'avant, on parlait du salaire fixe beaucoup, et que maintenant, on parle de package. On parle d'un contexte global. Chez Le Gallet, il y a un salaire fixe, il y a une rémunération variable, il y a une retraite par capitalisation, il y a l'intéressement, la participation, il y a des éléments sociaux divers et variés. On fait d'ailleurs des bilans sociaux individuels, c'est-à-dire des checks comme ça complets pour les salariés pour qu'ils se repèrent. Et bon nombre de salariés qui sont rentrés chez nous sont rentrés, dans bon nombre de cas, en baissant leur fixe, mais en prenant conscience d'un package global. Et je crois qu'en tout cas, l'individu aujourd'hui, les personnes que nous sommes, ont plus conscience qu'avant de cette globalité-là. Olivier, même question. Salaire. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit précédemment. Même on peut compléter au-delà de l'aspect en fait matériel et donc en additionnant finalement tous les avantages en plus et qui peuvent en fait se chiffrer. Je pense que c'est tout l'aspect immatériel et vous l'avez dit par votre sondage, c'est que finalement faire partie d'une équipe, se battre pour quelque chose qui a du sens, avoir une possibilité de se développer soi-même, mais également en fait en termes de poste. Je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus important dans la perception que le salaire direct. Bien évidemment le salaire reste une composante. Je sais que nous, par exemple, on ne sait pas s'aligner par rapport aux leaders du marché en termes de salaire et personne ne se pose la question de nous rejoindre versus aller à la concurrence. Et surtout, depuis 11 ans, personne n'a quitté Cubic pour aller dans un de ces grands cabinets qui pourtant, chez qui serait payé peut-être 20% de plus en fait, que ce qu'ils sont payés en fait chez nous. D'accord. Et vous dites c'est l'immatériel qui tient dans ce cas-là. L'immatériel, le fait de participer à un combat, de croire effectivement en ce que l'on fait, dans la façon qu'on a de le faire, je pense que c'est beaucoup plus important que les 20% de salaire en plus qu'ils pourraient prétendre ailleurs. Merci beaucoup pour vos témoignages. Théo Baffarani, merci beaucoup d'être parmi nous. Vous êtes l'autre apprenti de l'entreprise du groupe TI, en tous les cas, un peu moins d'1 an, apprenti mécanique général. Même question, comment avez-vous trouvé l'entreprise? Vous cherchiez et vous avez trouvé. Comment? Alors, Parlez bien dans le micro, parlez bien. Alors j'ai trouvé l'entreprise grâce au CFA où je suis. Oui. Ils avaient fait un bus découverte et c'était dans l'entreprise Tilly. Et l'entreprise y était? Comment? C'est ça? C'est l'entreprise qui faisait le bus découverte ou bien dans le bus découverte il y avait le groupe TI? Non, c'était le CFA et puis l'entreprise qui avait fait, à mon avis, peut-être. D'accord, donc vous avez découvert le groupe à ce moment-là? Oui. Et donc, racontez-nous quelle est la perception que vous aviez de l'entreprise? Monsieur Tilly avait fait une sorte de présentation. Et dans sa présentation, ça m'avait plu. Et puis tout ce qui était... j'aime bien je voulais aller dans les grosses machines en mécanique. Ça aussi, ça vous plaisait. Oui. Donc, le discours du chef d'entreprise, que vous a-t-il dit qui vous a plu? À quel moment ça vous a plu, si vous en souvenez? Vous dites, tiens, ouais, ça me plaît, ça. Il cherchait déjà des apprentis. Et Vous êtes senti concerné, oui. déjà. Premier point. Quoi d'autre? Et puis, il y avait dans l'année où j'étais, il y avait j'étais en stage. Et puis, je cherchais une autre entreprise pour aller en apprentissage. Et là où il y avait de l'électronique. Vous vouliez de l'électronique. Ça, voilà. Comment dire, pour vous, Jérôme, c'était l'itinérance, vous, c'était l'électronique. Grosse machine et de l'itinérance, et de l'électronique, c'est bien ça? Oui, aussi. Voilà. S'il y avait ça sur le job, c'était parfait. Oui. Vous l'avez trouvé dans le groupe TI? Oui. Il y avait ça? Oui. Donc vous vu êtes que ça dit... commence à arriver. Voilà. Donc vous avez d'abord été stagiaire, c'est Oui. ça? Et ensuite, vous avez postulé pour être apprenti. Voilà. Comment ça s'est passé, le passage de l'un à l'autre? Naturellement, oui. Vraiment, on vous a dit, écoute, tu viens avec nous. Il n'y a pas de souci. Question supplémentaire, dites-nous au fur et à mesure, vous avez donc travaillé. Est-ce que d'abord, vous avez pu travailler là où vous le souhaitiez, c'est-à-dire sur l'électronique des grosses machines ou pas? Dites-moi. Petit à petit. Oui, petit à petit. Petit à petit, bien sûr. Petit à petit, vous avez commencé à travailler dans ce domaine-là. Oui. C'est bien ça? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous en êtes satisfait de ce parcours qui se poursuit, Oui, bien oui. sûr? Là-dessus, c'est pas mal. L'ambiance, racontez-moi. Alors, parce que vous ne la connaissiez pas, l'ambiance. Non, je la connais. Racontez-nous l'ambiance de l'entreprise, là où vous êtes, en tous les cas. Hein. C'est une bonne ambiance, tout le monde s'entend bien, et c'est mieux d'évoluer comme ça. Est-ce que ça vous a étonné?
Oui. Ah, pourquoi? Vous vous attendiez à quoi? Dites-moi. Bah, que ce soit plus... Vu que c'est une grosse entreprise, bah, que ce soit carré, bah, plus carré. Voilà, on était là pour bosser, quoi, Voilà. en gros. Donc on avait du pro, assurément, vous attendiez pas au fun. Non. Bon, il y a une partie de fun Oui. qui se traduit comment? Dites-nous. Vraiment au quotidien, comme ça se traduit comment? Bah, tout le monde s'entend bien, et puis... Ça, c'est important pour vous. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous accepteriez d'allier dans une entreprise où on vous dit, écoute, le boulot est super sympa, mais alors pour le reste, il va falloir prendre sur toi? Un peu moins? Oui. Aujourd'hui, on est bien dans cette entreprise-là? Je suis très bien. Ouais. Est-ce que, donc là, vous avez encore, j'imagine, plusieurs mois d'apprentissage, je Oui. suppose, et un jour embauché, j'imagine, Oui. j'espère pour vous. J'espère. Merci beaucoup, en tous les cas, pour votre témoignage. Merci. beaucoup. C'est exactement ce que propose l'entreprise Pomona. On y revient une dernière fois, si vous le voulez bien. Entreprise dans laquelle l'ambiance au travail, donc écoutez, c'est la vie finalement. Cette vie-là, est-ce qu'on peut la rendre agréable? Est-ce qu'on peut être bien ensemble? C'est tout. Déjà, c'est compliqué de bosser. Voilà, il y a des jours où vraiment c'est compliqué, vous le savez mieux que nous. Mais est-ce que dans toutes ces heures qu'on va passer ensemble, l'ambiance peut-elle être bonne, le confort peut-il être là? Surtout si il y a parfois des moments pénibles, est-ce que c'est envisageable ou pas? On retrouve, si vous le voulez bien, pour une toute dernière fois, Karl Le Guyader, Pomona West. Finalement, enfin parfois, l'objectif n'est pas incarné et il n'est pas visible. Ici, il est parfaitement incarné et il est visible. Et pour y arriver, on a mis une dose effectivement de plaisir, de jovialité, de travailler ensemble, voilà, de tout. Et c'est cette alchimie-là qui fonctionne. Ce sont ces trois sujets. Parce que de la jovialité pour la jovialité ou le baby-foot à l'accueil pour faire joli, ouais, faut qu'il y ait du fond. Donc nous, on a essayé de créer du fond. C'est-à-dire qu'on a un projet, on a une histoire, on a un but, on a des méthodes pour y arriver. Et comme il y a de la fidélité, on ne peut pas nous dire qu'on ment. On peut nous trouver mauvais ou prétentieux, ou très bien, mais en tous les cas, on ne peut pas nous dire qu'on n'a pas de suite dans les idées. Et ça, je pense que dans un monde de zappeurs, finalement, être ringard avec de la suite dans les idées, c'est plutôt pas mal. Enfin, en tous les cas, c'est la stratégie qu'on défend. Nous, on essaie d'être un peu à contre-courant, c'est-à-dire que quand ça bouge beaucoup, nous, on essaie de pas tanguer. Tu appelles jovialité, je pense que ce n'est pas de la jovialité obligée, mais c'est finalement une façon de dire, ici, on a moins peur qu'ailleurs. Donc, comme on a moins peur, on est juste naturel, détendu, et donc, du coup, on respire. On a moins peur. Ça vous parle, Loïc Adriensen? On a moins peur. C'est une bonne expression, pas une bonne expression? Parlant de la jovialité, de la convivialité, de l'art d'être ensemble, finalement. Oui, il y a de ça, bien évidemment. Et, on n'est quand même pas fait pour être seul au milieu du désert. L'être humain a besoin de ces signes de reconnaissance, d'une certaine manière. Et puis, moi, je crois beaucoup en la différence. Je crois beaucoup en l'association des cerveaux, notre capacité à être un peu plus intelligent. Aux ventes, par exemple, j'oblige et je m'oblige à ce qu'il y ait une relation entre la vraie vie, j'appelle ça comme ça, le terrain, quel qu'il soit, et des moments où effectivement on réfléchit à où est-ce qu'on va et comment on va y aller plus loin. Et cette nourriture-là, elle est indispensable. L'appropriation est indispensable et l'appropriation différente est indispensable. Olivier? Je pense qu'il y a deux écueils en fait à éviter quand on parle de pro et fun. Le premier écueil, c'est un peu l'écueil Google. C'est-à-dire, on se dit, on va mettre des salles de sport, du baby-foot, des conditions de travail qui sont exceptionnelles. Et de l'autre côté, on ne change rien au management. On est sur un management qui est extrêmement dur, extrêmement exigeant dans le reporting, ou la confiance des données qu'a posteriori. Et finalement, ça crée des entreprises un petit peu hybrides. On a une perception très bonne de Google vue de l'extérieur. Et en interne, et de plus en plus, effectivement, on en parle, on sait que c'est une entreprise extrêmement difficile, où on propose, par exemple, d'aller congeler des ovules des femmes qui rentrent, effectivement, pour qu'elles puissent... Enfin, c'est des choses absolument incroyables, en fait, dans les conditions de travail. Le deuxième écueil, à mon avis, c'est, quand on parle de fun, c'est quel est le sens qu'on donne au fun.
C'est-à-dire que si c'est juste mettre du fun, parce qu'on se dit aujourd'hui j'ai assisté à une conférence, on a dit il fallait mettre du fun et mettre de l'ambiance, en fait ça ne marche pas, ça tombe à l'eau et même voilà, ça paraît pas authentique et ça ne fonctionne pas. Donc toujours posez-vous la question de savoir, à mon sens, puisque c'est pas pro puis fun, hein, mon credo mais plutôt, on pourrait aller je me mettre dans ce sens-là, pro et fun, c'est vraiment le plus important, c'est de vous dire à chaque fois que je fais quelque chose qui est pro, comment est-ce que je peux faire pour que ça soit encore plus vivant, que ça ait encore plus de sens et que ça marque encore plus les esprits. Et je pense que c'est, si vous trouvez du sens au fun, là ça fonctionne. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je vais vous demander d'applaudir.